Bonjour tout le monde, j'avais fait une vidéo tour complet d'une installation autonome où je présentais de manière non technique les différents éléments, module photovoltaïque, local batterie, local énergie. Aujourd'hui, je vais m'attarder plus spécifiquement sur le local énergie, le local technique principal où il y a à la fois la régulation de la production d'énergie et l'utilisation pour la maison. J'ouvre les différentes goulottes, les différents boîtiers afin de vous montrer l'intérieur pour en discuter de manière un petit peu plus technique. Vous aviez remarqué, vous, que les poignées des coffrets, ce sont des décapsuleurs? Une fois ouvert, sans les goulottes et sans les tableaux, effectivement, ça fait un petit peu fouillis, mais vous inquiétez pas, on va faire le tour doucement de tous ces éléments. Je vais vous présenter les différents éléments dans l'ordre de fonctionnement, dans l'ordre d'arrivée du courant. En premier, évidemment, c'est l'arrivée des câbles photovoltaïques. Alors ici, on voit le câble de terre qui permet de connecter la structure à la terre. Les câbles photovoltaïques, ici, j'ai fait un chemin un peu particulier. J'ai fait un petit investissement en plus que je ne fais pas d'habitude. Là, ce sont les goulottes que j'achète à Bis électrique habituellement. Et d'habitude, je mettais des petits colsons. J'avais fait une vidéo pour montrer ça. Là, j'ai décidé de voir ce que ça donnait de le faire avec les cloisons en intérieur. Du coup, j'ai séparé différents câbles. Alors, j'ai mis les négatifs et les positifs séparément. L'idée, c'est de maintenir une aération autour des fils parce que c'est quand même des courants qui sont relativement importants dans ce genre d'installation. Et du coup, les câbles chauffent, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je n'ai pas bouché les bouts des goulottes de manière à ce qu'ils puissent toujours avoir un mouvement d'air à l'intérieur. Ensuite, les câbles des modules photovoltaïques continuent dans ce que j'appelle la goulotte principale, la goulotte courant continu principale. C'est l'élément par lequel je m'arrange pour que tous les câbles concernant les différents appareils, alors ici courant continu, à côté courant alternatif, que tout transite par là, ça permet à mon sens d'être plus clair et d'être plus lisible lorsque l'on veut réintervenir ou faire des entretiens par la suite. Là aussi, j'ai mis les séparateurs de manière à avoir la continuité et pareillement, je n'ai pas fermé le haut de la goulotte de manière à avoir un flux d'air qui puisse permettre une aération s'il y avait un échauffement, ne serait-ce que minime. Concernant les régulateurs, ici ce sont des Studer Inotech VarioString, c'est-à-dire qu'elles sont faites pour fonctionner avec une tension maximum à vide des modules de 600 volts. L'installation ici est un petit peu particulière parce que pour des raisons pratiques de mise en œuvre, les modules sont à environ 90 mètres de la maison et la longueur totale de câble est de 135 mètres. Donc pour compenser la chute de tension que l'on avait sur chaque string, il y a 3 strings, on les met tous en série, donc il y a 8 strings de 8 modules et on monte à environ 330 volts. Pour continuer le parcours de l'électricité, les modules arrivent chacun dans un bloc de 2 fusibles qui protègent le positif et le négatif. Ensuite, sectionneur photovoltaïque. Ici, ce sont des sectionneurs. Alors, c'est le même modèle de base que j'utilise habituellement. Ceux-là sont badgés photovoltaïques parce qu'ils sont prévus pour supporter des tensions de sectionnement jusqu'à 600 volts en courant continu. Ensuite, comme d'hab, disjoncteur pour le parafoudre en courant continu. Chaque string et chaque régulateur a son parafoudre. Les câbles d'arrivée des modules sont en 6 mm et les départs vers les régulateurs, ici je les ai aussi fait en 6 mm. Précision pratique sur les VarioString, ce sont des connecteurs MC4 qui sont fournis d'ailleurs avec les VarioTrack, les régulateurs qui sont faits pour fonctionner avec des tensions inférieures à 150 volts. On a un fonctionnement, une fixation par cos côté module et côté batterie. Après chaque régulateur, donc je ressors en 25 mm, puisque descente de la tension pour m'adapter aux batteries égale augmentation du courant qui circule dans les câbles. Je parle régulièrement des calculs des câbles et calculs des sections de câbles, c'est super important pour éviter les échauffements des câbles et d'éventuels incendies. Donc pour ce faire, alors dans le temps, moi j'utilisais simplement un tableur de calcul que j'avais fait avec les formules dédiées. Maintenant, j'utilise une application. Alors ici, une application Android. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est pas sponsorisé, je tiens à le préciser quand même. Pour le calcul de l'installation qui nous intéresse ici, donc vous allez dans calcul de section, courant continu, la tension de fonctionnement
des modules à vide, pas les modules en charge. Donc les modules à vide ici, on est à 330 volts. La charge, c'est celle qui concerne chaque string. Donc ici, 3000 watts. Ensuite, vous allez sur calcul. Et là, il me dit entrer tous les paramètres. Ah oui, n'oubliez pas la longueur. Ensuite, un paramètre important, donc c'est la longueur. C'est ça qui va déterminer la fameuse chute de tension. Donc ici, 135 mètres de câble. Ensuite, la baisse de tension maximale. Alors avant, moi, j'utilisais 2%, mais ici, 4% qui est mis par défaut. Je trouve que c'est suffisamment prudent, donc je le laisse comme ça. Et vous allez sur calculer. Et là, section 6 mm². Alors c'est vrai que 6 mm², ça paraît peu quand on est sur des grandes longueurs. Chose importante, quand vous faites ce calcul, prenez bien en compte la longueur de câble et non la longueur, la distance entre les modules et par exemple votre local technique. Ici, c'est à peu près 90 mètres, mais avec les virages pour suivre les bâtiments et les zones logiques de passage, on a 135 mètres. Ensuite, l'autre partie à calculer, donc c'est la partie après les régulateurs, donc entre les régulateurs et les batteries. Donc vous restez sur du courant continu. Par contre, la tension de fonctionnement ici, ce sera 48 volts. Alors même si en général, en termes de charge, on est plutôt à 52, 53, 55 volts, je préfère toujours prendre en compte de manière un peu pessimiste la tension nominale du système. Pareil, toujours 3000 watts en entrée, puisque on fait par régulateur. Et là, la distance n'est plus que de 2 mètres. Pareil, entre celui-là, son sectionneur, j'ai à peine 1 mètre, mais entre le régulateur et l'endroit où j'ai le sectionneur principal, là, j'ai 2 mètres. Je dois prendre en compte cette distance maximum que va parcourir le courant. On relance le calcul. Et là, ça nous donne 25 mm², donc c'est ce que j'ai installé. Et en dernière opération qu'il faut aussi penser à faire, c'est le courant monophasé qui va passer entre l'onduleur et le tableau de répartition. Donc là, précaution à prendre. Donc on est sur une tension, alors 230 volts pour cet appareil. Il est réglé comme ça, puis je le laisse par défaut. Dans certains cas, si j'ai une grande distance entre mon local technique où j'ai l'onduleur et le tableau de répartition de la maison, je fais monter la tension à 240 volts, justement pour compenser une partie de la perte. La charge, alors ici, comme c'est indiqué par le fabricant, on va travailler en volt-ampère, et sur cet appareil, en standard, enfin en travail continu, il est à 7000 volt-ampère. La longueur entre l'onduleur complet en passant par le disjoncteur, j'ai à peu près 4 mètres. Toujours la même perte de chute de tension, calculée. Et là, ça me donne une section de 6 mm². Alors moi, comme je sais que l'onduleur peut avoir des pointes de fonctionnement, puisque en pointe, pendant 5 secondes, il peut supporter 3 fois la charge nominale, j'ai mis quand même du câble en 3G10, donc 3 fois 10 mm². Comme ça, je sais que des pointes de puissance ponctuelle peuvent être supportées par le câble. Merci David. Toi, c'est bien de refaire 2 fois une vidéo, parce que la deuxième fois, tu es vachement plus efficace. Je passe par des fusibles à cartouches qui sont réunis sur des systèmes de répartiteurs unipolaires. Alors ce modèle est spécial, hein, je n'ai trouvé qu'un seul comme ça, qui a suffisamment d'entrée en 25 mm². Moi, j'ai vraiment une préférence pour les répartiteurs unipolaires par rapport aux barres de connexion que j'avais dû utiliser en Espagne d'ailleurs pour des batteries lithium. Avec des batteries plomb, on a beaucoup moins besoin de connecter plein de petits éléments. Du coup, ces répartiteurs de connexion sont, à mon sens, plus adaptés. Ensuite, je descends vers le sectionnement général courant continu. Ici, les câbles, c'est du 150 mm², puisque j'ai environ 10 000 watts de module photovoltaïque que je descends en 48 volts. Et par rapport à la longueur de câble, parce que c'est toujours un rapport entre l'intensité qui doit passer et la longueur, le 150 mm², ça me paraissait suffisamment de marge de sécurité. Je m'attarde quelques secondes sur la partie batterie, parce que ça fait aussi partie des locaux techniques dans une centrale autonome. Donc ici, elles sont mises dans une ancienne écurie, alors qui sert aussi à des chevaux et qui déjà une partie était détournée pour installer une pompe à chaleur. C'est pas une chaudière avec une flamme, je précise. Donc ça sera éventuellement l'objet d'une autre vidéo, mais voilà, ici on a 1500 ampères en C10, donc environ 2100 ampères en C120. Donc le C représente le nombre d'heures, la capacité de décharge en nombre d'heures. Ici, donc vous le verrez de l'autre côté. Là-bas, les deux connexions positives et négatives. À l'intérieur de la goulotte,
Il y a le shunt. On traverse le mur ici et de l'autre côté, on retrouve le sectionneur principal courant continu qui coupe toute l'installation entre les batteries et les différents appareils. Depuis cette boîte où j'ai mis donc le sectionnement général qui lui est un 400 ampères, hein, j'ai pas besoin de 400 ampères, mais de toute façon il y a les gammes de produits, on peut pas choisir exactement ce qu'on veut, et donc il faut toujours prendre au-dessus de son besoin. Dans cette même boîte, par rapport notamment à la longueur de fil, j'ai mis le BSP, donc c'est ce qui permet d'avoir le monitoring batterie, charge-décharge des batteries, qui ensuite est repris par la télécommande là-haut. Dans le tableau courant continu, je reparlerai de ça un tout petit peu plus loin. Il y a évidemment la reprise des prises de terre de chaque régulateur. Tous ces régulateurs sont eux connectés avec du fil en 6 mm². Par contre, le bornier de terre par rapport au répartiteur de terre qui est en bas, lui est connecté en 25 mm². Je l'évoque au milieu de la vidéo parce que la plupart des gens ne vont pas jusqu'au bout. Pour les tipeurs, à partir du niveau technicien, vous avez accès à un petit dossier technique dans lequel il y a des photos supplémentaires qui étaient des points de détail que je ne pouvais pas forcément intégrer à la vidéo. Il y a le schéma complet d'installation, le devis de matériel pour savoir la liste de tout ce que j'ai installé. Et puis éventuellement, vous pouvez me poser des questions plus spécifiques par rapport à des éléments, par rapport à votre projet à vous. À partir du sectionnement général, en dessous vers les batteries, j'ai que deux câbles, le positif et le négatif, enfin un de chaque. Au-dessus, ici, comme j'ai une installation avec plusieurs régulateurs et un élément un petit peu complexe, je suis passé par des répartiteurs de connexion. Néanmoins, dans le cas d'installations plus petites, si par exemple vous avez deux régulateurs et un petit onduleur et vous êtes sur des installations qui ne sont pas très importantes en puissance, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous brancher directement sur le sectionnement général sans forcément passer par des répartiteurs. Je l'évoque régulièrement, un des avantages avec ces sectionneurs photovoltaïques, c'est la forme de la poignée qui, lorsqu'ils sont mis en service, empêche totalement l'ouverture du tableau électrique. Et ça, je trouve que pour la sécurité à la fois des utilisateurs et éventuellement des techniciens qui, des fois, on est un petit peu pressé pour travailler, là au moins, il y a une manipulation spécifique à faire. Pour moi, c'est un élément de sécurité super important. On continue le chemin du courant continu. Pour alimenter l'onduleur de 7000 voltampères, je passe par des câbles en 95 mm², c'est ce qui est préconisé, quasiment jusqu'à 3 mètres de longueur. On arrive ensuite dans le boîtier de protection de l'onduleur. Ici, il y a deux fusibles à couteau 300 ampères, qui sont la valeur préconisée par le fabricant. Et pour enlever et mettre ces fusibles à couteau, on utilise ce genre de poignées, alors qui ont plusieurs crans, parce que ça permet de gérer deux tailles de fusibles. Ensuite, on remonte dans l'onduleur. Alors là, je passe toujours par des goulottes. J'aimerais bien un jour que les fabricants se décident. Je ne sais pas si c'est possible dans le design, mais ça serait pas mal que les câbles puissent être mis en bas et avoir un système de goulottes, d'intégrer, histoire d'éviter d'avoir des câbles qui traînent. Alors ici, le local est spécifiquement destiné à cet endroit, mais souvent dans la rénovation, on fait comme on peut et j'ai toujours une certaine crainte d'avoir des câbles qui dépassent comme ça. Ensuite, au niveau du convertisseur chargeur, donc AC out, donc l'énergie qui part vers la maison, AC in, donc là, habituellement, on peut mettre un groupe électrogène. Ici, c'est le réseau qui fera la pointe d'énergie s'il y a besoin. Prise de terre, pareil, sur la carcasse. Effectivement, il y en a à l'intérieur des appareils, mais systématiquement, enfin je pense systématiquement, on trouve une petite vis quelque part sur la carcasse pour brancher une prise de terre. Là aussi, je vais être courant alternatif. Je branche tous les éléments de prise de terre courant alternatif à un bornier de terre, lui-même relié au répartiteur de terre qui est proche de la prise de terre de la maison. Et on est en 25 mm². Et chose très importante, enfin, il me semble que c'est une petite optimisation. Je ne dis pas que ça peut sauver votre installation si la foudre tombe spécifiquement sur votre maison. Néanmoins, les deux répartiteurs des deux tableaux, courant continu, courant alternatif, sont reliés à un point ici, mais ne sont pas reliés ensemble directement. Ce qui fait que j'imagine que la foudre, elle aurait tendance à vouloir aller au plus court, et plutôt que de descendre au répartiteur et de remonter, elle ira directement vers la terre, et je l'espère, ça permettra d'éviter une remontée dans l'installation de l'autre côté. Par rapport au répartiteur de terre que l'on branche en complément de la prise de terre normale, donc de base, la prise de terre ici, là,
elle est déconnectable. Le but, c'est de pouvoir mesurer la qualité de la prise de terre en dehors de l'installation. C'est-à-dire que qu'il n'y ait pas de risque, par exemple, que l'installation ait une bonne prise de terre parce qu'elle est branchée au réseau de chauffage en cuivre qui est lui-même passé à un endroit dans la terre parce que c'est une très vieille installation. Il faut que votre prise de terre soit qualitative d'elle-même. Ensuite, du coup, on met le répartiteur. Sa fonction principale, c'est de garantir que, pour une raison X ou Y, on a besoin de débrancher la prise de terre d'une partie de l'installation ou d'un des éléments de l'installation. Il faut pouvoir le faire sans déconnecter la totalité de la maison. Ce genre d'opération, par exemple, c'est pour vérifier la continuité d'une prise de terre en dehors de ce point commun, par exemple, ou s'il y a un défaut de terre sur un circuit, ça peut aider à valider justement le circuit qui est concerné par le défaut de terre et donc trouver plus facilement l'appareil qui pose ce problème. J'ai pris l'habitude sur mes installations autonomes de faire un tableau courant alternatif spécifique maintenance, c'est-à-dire que c'est mon point de départ de la centrale électrique. Comme si c'était EDF, il y a le tableau de répartition de la maison et le tableau de répartition du local énergie. Dans celui-ci, on trouve un compteur digital qui a vocation à contrôler pour les personnes et également pour moi que la consommation effective est celle qui avait été faite dans l'estimation. J'en ai peut-être déjà parlé, mais il y a très longtemps, quelqu'un m'avait dit « je vais consommer 3 kWh par jour ». Au bout de 15 jours, ça marchait plus et au final, il en consommait 12. Donc systématiquement, je mets un compteur. Mais bon, ça n'est pas que moi qui veux contrôler l'installation des gens, c'est aussi que les utilisateurs peuvent contrôler que la consommation qu'ils ont estimée correspond à ce qu'ils consomment réellement et ils peuvent ajuster en fonction de la météo, des périodes de l'année, s'ils ont besoin de prévoir peut-être plus le groupe, plus le réseau, ou de réduire leur consommation parce qu'ils s'aperçoivent que finalement, ils consomment plus que prévu. Le compteur rentre dans un inverseur de source. Celui-ci permet en fonctionnement normal, d'être en autonomie et en cas de besoin, de passer directement, alors soit ici sur la point EDF, c'est-à-dire là c'est le cas pour la première charge, je la fais uniquement avec l'onduleur, la maison est entièrement sur EDF par exemple. Tout à l'heure, je la basculerai sur le système auto. De ces deux borniers de répartition, je pars sur cette petite ensemble avec disjoncteur différentiel, prise pour la maintenance justement, et un petit disjoncteur qui ici alimente le voyant vert, ce qui me permet de savoir que mon installation autonome est fonctionnelle, mais aussi ce petit disjoncteur 10 ampères permettra d'alimenter un éclairage spécifique, c'est-à-dire que même si je coupe ici le disjoncteur général, ça coupe toute la maison, j'ai quand même du courant électrique pour pouvoir faire d'autres interventions ou d'autres travaux. Dans ce tableau, alors également ici un voyant bleu qui sert à me dire que EDF est bien fonctionnel. Alors ça ne dit pas qu'on charge avec le réseau, c'est uniquement on sait qu'il y a la présence du réseau EDF, on peut s'en servir soit en fonctionnement direct, soit sur le fonctionnement chargeur. Et je laisse ici un autre voyant, alors qui suit celui-ci est jaune. Alors je m'en sers habituellement quand j'ai un groupe électrogène qui sert en appoint. Alors ici, comme c'est EDF qui sert en appoint, je devrais soit utiliser un des relais ici, soit un contacteur spécifique pour dire je suis en train de recharger avec le réseau, donc j'alimente le voyant jaune. Bon, le client préfère garder l'usage potentiel des deux relais qui sont intégrés au convertisseur chargeur, donc pour l'instant je ne le branche pas. Cela dit, on va le voir sur le système de télécommande, c'est facile d'avoir l'information, de savoir si ça recharge ou pas à partir du réseau. Je le laisse quand même ici, un jour, s'il a besoin de mettre un groupe électrogène, il aura le voyant. On descend donc dans le tableau, donc sous l'inverseur de source, j'ai deux disjoncteurs 32 ampères qui sont eux alimentés par le réseau, mais ça pourrait être le groupe électrogène. L'un me permet d'avoir l'entrée en direct sur l'inverseur de source pour fonctionner avec EDF si j'ai besoin, et l'autre part directement dans le chargeur, et là en l'occurrence c'est l'onduleur en fonction du pourcentage de batterie, ça on le règle dans la télécommande, qui permettra de faire l'appoint sur la charge. Par exemple, s'il y a une semaine sans soleil et que vraiment les batteries sont basses, il vaudra mieux prendre le temps de charger avec le réseau plutôt que de risquer d'avoir une décharge trop profonde. Si ça vous intéresse d'avoir des brefs de chantier, des extraits de montage, vous pouvez me retrouver sur Instagram où je poste régulièrement du contenu. Pour ce qui concerne la partie gestion de l'énergie, la partie monitoring des batteries, ici ça se passe avec la télécommande RCC02
qui est en fait une fenêtre de ce qu'il y a dans les appareils. C'est-à-dire que à partir du moment où on a programmé les appareils, même si on enlève la RCC 02, les appareils vont garder leur programmation et même les relais qui sont à l'intérieur de l'onduleur chargeur ne sont pas pilotés par la télécommande. À partir du moment où ils sont programmés, ça devient totalement autonome. Au niveau des différents écrans qu'il y a sur la télécommande, bon, si vous remontez tout en haut, vous avez les informations système qui vous permettent de connaître les différents appareils, les versions logicielles et ce genre d'informations techniques qui ne vous serviront pas au quotidien. L'historique des événements, alors ça permet de savoir à quel moment l'onduleur a fait une synchronisation des batteries par exemple avec la recharge. L'heure et la date, alors ça on les règle à l'intérieur parce que ça peut servir à certaines programmations, notamment pour ceux qui ont un groupe électrogène. L'idée c'est par exemple d'interdire le fonctionnement du groupe électrogène de nuit. Ensuite, le premier écran qui, à mon sens, a de l'intérêt, c'est l'écran de fonctionnement de l'onduleur. Donc là, on voit qu'il a en entrée 218 volts, donc ça correspond au réseau. Il a une petite recharge de 50 watts, donc il fait du maintien de charge des batteries. On a, quand il sera en autonomie, le courant qu'il émet et la puissance et la tension. J'ai mis ici cet écran que je considère principal, le pourcentage de charge des batteries et la phase de charge des batteries. Là, on sait qu'elles sont en maintien. À titre d'exemple, tout à l'heure, ça écrivait 100%, mais ça écrivait en dessous absorption. Ça veut dire qu'on n'était pas vraiment à 100%. Maintenant, elles sont vraiment à 100%. On va pouvoir s'en servir de manière autonome. Deuxième écran, moniteur batterie. Donc là, c'est l'élément qui nous intéresse le plus pour la gestion. On sait que les batteries sont à 100%. On a leur tension de fonctionnement. On a la puissance, donc ici 107 watts, qui continue à maintenir la bonne recharge des batteries. Et en dernier, ici, j'ai mis l'information qui permet de savoir pendant combien de temps on peut utiliser l'énergie si jamais il n'y a plus de recharge extérieure. Donc tous ces petits paramètres, le choix de ces paramètres, vous pouvez les régler. D'ailleurs, je vous invite à consulter la vidéo de Guillaume Piton à ce sujet, où il montre comment faire tous les réglages dans la télécommande Studer. Écran suivant, VarioString, donc ça nous donne les informations de rechargement des régulateurs photovoltaïques. Ensuite, ces différents écrans qui permettent de paramétrer l'extender, les régulateurs, les BSP. Mais tout ça sur votre quotidien, vous n'en aurez pas besoin. Et pour finir avec les aspects électroniques et contrôle de l'installation, ici j'ai mis en place le XCOM 232. Donc lui, c'est essentiellement un data logger qui va réunir les informations des différents appareils. Et juste au-dessus, alors ça s'appelle Moxa, ça permet de connecter au réseau LAN et via un navigateur ou via l'application, ça permet à la fois d'avoir l'historique de fonctionnement de votre installation, donc les capacités de production réelles, les utilisations réelles aussi, et ça permet d'avoir l'historique des événements, par exemple s'il y a eu un défaut de charge, un manque de charge des batteries à un moment donné, le démarrage du groupe électrogène qui a pu s'effectuer pendant que vous n'étiez pas là. Plus joli quand c'est fermé. Putain, 45 minutes d'enregistrement. C'est un cauchemar. Bon, je vais faire mon petit commercial aujourd'hui. Si j'en parle pas, vous pouvez pas le savoir, mais dans la description, en bas, il y a des liens vers mes fournisseurs. Pour les trois principaux, ERM Énergie, Solaire Diffusion et BIS Électrique, vous avez un code promo aussi. Chez ERM Énergie, c'est 7% de remise. Chez Solaire Diffusion, alors c'est plus pour le thermique dans mon cas, vous avez 3% de remise. Et chez BIS Électrique, notamment, donc c'est le dernier partenariat que j'ai mis en place, qui fournit tout ce qui est tableau, goulotte, beaucoup de petits appareils qui sont à l'intérieur des tableaux, les séparateurs de goulotte sur lesquels je viens d'investir. Et là, vous avez 5% de remise sur votre commande, sans minimum de commande est valable pour une personne. Je précise que c'est pas un lien affilié, la chaîne ne gagne pas particulièrement, ne gagne pas du tout d'argent en fait. Je précise, ce n'est pas un lien affilié, la chaîne ne gagne pas d'argent par rapport à vos commandes. L'idée d'en parler, c'est que vous puissiez bénéficier de cette possibilité de remise par rapport à votre projet. Maintenant que j'ai refermé les boîtes et les goulottes, il y a une finition que je vais finir après avoir éteint la caméra, c'est faire l'étiquetage complet. Sur les goulottes, il y aura des autocollants, attention, danger, présence de courant électrique, présence de câbles courant continu, qui pourrait ne pas être coupé, puisque c'est notamment le cas en bas sur l'arrivée photovoltaïque. Je vais aussi mettre des petits dangers électriques sur les régulateurs et très important sur le tableau de répartition de la maison que vous ne voyez pas ici. J'ai fait quelque chose que certains n'apprécient pas, mais je le comprends, c'est d'avoir branché à la fois
l'autonomie via ces borniers qui permettent de reséparer ici pour le monophasé, et j'ai laissé les zones triphasées de la maison sur le réseau Enedis. Électriquement, c'est pas un problème, dans le sens où les deux réseaux cohabitent. Dans les deux cas, on a du courant électrique. Néanmoins, d'un point de vue de la norme électrique et d'un point de vue de la sécurité électrique des utilisateurs, ou plutôt des intervenants qui pourraient intervenir sur ce tableau, il est hyper important et vital de mettre ces étiquettes. Ça vous prévient qu'il y a deux sources de tension dans ce tableau. Donc cet autocollant, je vais le mettre sur la façade de ce tableau et je l'ai déjà mis sur la façade de l'autre tableau de maintenance où j'ai évidemment la présence de deux sources de tension puisque j'ai à la fois le départ de l'onduleur vers la maison, mais j'ai aussi l'arrivée du réseau Enedis vers l'installation autonome puisque ça sert soit en alimentation directe via l'inverseur de source, soit simplement en chargeur. La simple présence de deux sources de tension doit impérativement être notée. Donc, dans l'investissement que vous faites lorsque vous faites votre installation, pensez à acheter ces étiquettes de préfabriquées où vous avez présence de deux sources de tension et d'autres éléments que je vais vous montrer dans la suite de la signalisation. Alors, c'est pas l'idéal de le faire dans un seul tableau. D'ailleurs, j'ai conseillé au client à l'avenir de faire refaire son tableau d'une manière à minimum un tableau plus grand, de manière à mettre toute la partie Enedis triphasée en haut, avec une séparation, et la partie monophasée qui sera sur l'autonomie en bas. L'idéal, ça reste quand même d'avoir deux tableaux distincts, alors des moins larges, l'un à côté de l'autre, avec un réseau Enedis et l'autre autonomie. Comme ça, on est sûr que les deux réseaux, même s'ils cohabitent dans la maison, sur des portions très spécifiques, puisque c'est uniquement le triphasé, en l'occurrence ici, qui alimente la pompe à chaleur qui sert au chauffage de la maison, et un tout petit peu l'atelier à côté. Mais au moins, physiquement, en cas d'intervention sur le tableau, on est facilement conscient qu'il y a deux sources de tension par la simple présence, à mon sens, de ces deux tableaux, avec quand même les étiquettes qui indiquent la présence de deux sources de tension. Pour le disjoncteur du chargeur, alors ici je l'ai mis par habitude et pour des raisons évidentes de place dans ce tableau, dans le tableau de maintenance. Alors par habitude parce que d'habitude je fais du site qui est totalement isolé, donc c'est le disjoncteur qui sert sur le groupe électrogène. Donc tout est réuni dans le tableau maintenance. Néanmoins, idéalement, si vous êtes en semi-autonomie et sous réserve d'avoir la place, il vaut mieux que votre disjoncteur chargeur soit présent dans ce tableau, dans la partie réservée réseau. Ouais, je sais, ils sont tombés tout seuls cette nuit. J'ai partagé dans l'onglet communauté le fait que je faisais le passage de cette installation sur une autonomie. Et une autonomie partielle puisqu'il y a une zone qui reste en triphasé qui elle n'est pas autonome. Et comme je vous ai montré, dans le tableau, j'ai les deux sources de tension, le réseau et l'autonomie. Et quelqu'un m'a demandé est-ce qu'on a le droit de faire ça, deux sources de tension dans un même tableau. Comme dit précédemment, électriquement ça change rien, normativement a priori on a le droit, je vais y revenir. Par contre, hyper important, je le redis, je rabâche, la sécurité avant tout. L'électricité, c'est mortel quand on met les doigts dedans ou dessus. Là, j'ai fini les étiquetages. Ici, coupure générale monophasée, présence de deux sources de tension, et le disjoncteur général triphasé qui vient du réseau, lui, est à l'extérieur de la maison. Donc, est-ce qu'on a le droit? Oui, techniquement, on peut le faire, et ça a déjà été fait environ 600 000 fois en France, puisque toutes les installations des particuliers où il y a du photovoltaïque avec de l'injection sur le réseau, il y a deux sources de tension dans un même tableau. Alors, si vous êtes en revente totale, en général, c'est un petit tableau à part. Et si vous êtes en injection de surplus, en fait, ça vient dans ce tableau-là et ça injecte dans votre maison en priorité et le surplus part vers le réseau. Donc, ça existe déjà et oui, c'est autorisé puisque ça se fait déjà pour le réseau. Il n'y a pas de raison qu'on puisse pas le faire pour l'autonomie. Mais voilà, pensez à cet autocollant. Je vous mets un lien affilié dans la description. Voilà, donc ça c'était pour répondre à cette petite question dans l'onglet communauté.
J'espère que cette vidéo vous sera utile et vous aura plu. Si c'est le cas, merci de mettre un pouce en haut. Ça fait toujours plaisir aux vidéastes que vous regardez, pas que moi. Et ça ne joue en rien sur l'algorithme, donc c'est pas grave de mettre un pouce en bas non plus, de toute façon. Comme je disais tout à l'heure, on peut se retrouver sur Instagram où je mets des photos, alors soit des chantiers, des trucs privés, ça dépend des occasions. Je me discipline à régulièrement mettre la même chose que sur Instagram sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Il y a aussi un Discord Technique d'ici où vous pouvez évoquer vos installations, vos projets, vos besoins. Et il y a vraiment de l'échange technique, j'en suis très content. Moi, je suis pas assez présent, j'en suis désolé. Cette fois, c'est la vraie fin de la vidéo. Je remercie ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. Pensez au petit éclair, on ne sait jamais, je pourrais le voir. Merci les contributeurs, merci celles et ceux du coup qui utilisent effectivement les liens qui parfois sont affiliés dans la description. Ça sert à acheter du matériel pour faciliter la production des vidéos. À bientôt. Alors vas-y, gère la lumière. Allô, allô. Je suis même pas sûr que ça marche. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Donc le son est mieux. Tu fais quoi là? Bien sûr, bien sûr. Le poteau au milieu du champ vision, c'est superbe. Oh là là, c'est chiant, hein. Mais on s'en fout, c'est de la vidéo YouTube. Non, mais non, non, non. Non, non, non. C'est mort, c'est mort. Après, on peut sortir le Projo et tout le pataquès. Ouais, mais non, mais là, faut monter dans les ISO. Ah putain, et en plus, elle est 3.2 là, mais je veux pas être 3.2 moi. Je veux pas un 80e. Faut monter dans les ISO maintenant. Putain, on voit ça. Hein, Comme ça, mais ça filme là. Hein, t'es en train de faire des bêtises là. Voilà, c'est sa faute. Hein, voilà. ma faute à moi. C'est ma faute à moi. Je touche à tout. Je t'arrache tous les câbles. Il est capable en plus. Bon, ça enregistre. Attends, parce qu'il faut faire la synchronisation. Non, mais tu vas me pourrir mon truc. Là, je sens que... ça sent le mauvais plan là.